Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour Claire, merci beaucoup d'être venue sur cet épisode de podcast. Pour te présenter rapidement, tu as 39 ans, tu es née à Lyon, tu as un enfant. Est-ce que tu peux nous dire personnellement qu'est-ce qui te nourrit ? Bonjour Élodie, merci pour cette invitation. Qui je suis, qu'est-ce qui me nourrit ? Il y a deux questions en une. Alors, qui je suis ? On me le demande souvent de me présenter. Je ne me présente pas immédiatement avec ma casquette professionnelle. Je dirais que je suis entrepreneur de ma vie. Voilà, ça c'est qui je suis. Et qu'est-ce qui me nourrit ? C'est justement de montrer aux gens qu'on est capable, on a toutes les ressources en soi pour pouvoir faire de sa vie ce qu'on a envie d'en faire. Voilà, et j'en ai fait mon métier. Parfait. C'était justement cette question de commencer par le personnel, puisqu'on nous demande trop notre casquette pro et c'est pas qui, ça nous définit pas. Je vais te demander de te présenter, un peu la magnifique création que tu as faite. Je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Talent et Territoire, que j'ai fondée en 2019 et qui porte 3 marques qui s'appellent le Réseau des Fondus, le Shop des Fondus et les Petits Fondus. Tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment sur le Réseau des Fondus ? Alors, le Réseau des Fondus, c'est une initiative qui n'existe nulle part ailleurs en France, que j'ai lancée, donc ça a été le premier des 3 projets en 2019. C'est un réseau social, physique et digital qui s'adresse aux professionnels de Haute-Savoie. C'est un pari de retour au local, de montrer aux gens qu'on a tout ce qu'il faut à 50 km à la ronde. Et c'était un pari lancé avant le Covid, 1 an avant, où je pressentais le fait qu'on avait été à fond vers la globalisation et que les individus, les entreprises, les collectivités avaient envie de revenir à des choses plus proches de chez eux, plus concrètes, plus éthiques. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, au lieu de diaboliser les GAFAM, dont fait partie LinkedIn, pourquoi ne pas s'en inspirer et créer un dispositif équivalent, mais à l'échelle d'un territoire ? Parce que LinkedIn, c'est un formidable outil, mais qui est devenu mondial avec des milliards d'utilisateurs, parce que ça n'est que digital, et que ça, au niveau d'un territoire, il manque quand même la rencontre humaine, et parce que c'est peut-être pas devenu tellement éthique, les GAFAM, notamment sur l'utilisation des datas. Donc voilà comment est né le projet Réseau des Fondus. Et aujourd'hui, il y a combien d'adhérents ? Alors, le Réseau des Fondus, c'est un réseau social en ligne, donc comme LinkedIn. Donc, on a des gens qui s'inscrivent gratuitement. On a 2900 inscrits sur le réseau qui utilisent l'aspect digital. Après, en termes d'audience sur les gens qui nous suivent, on a 33 000 followers aujourd'hui qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, newsletters, etc. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est la rencontre physique chez nous. C'est les événements et on a 5000 participants par an qui viennent aux événements qu'on organise. Alors moi, comme tu le sais, je suis une des premières fans du Réseau des Fondus puisque j'y suis depuis le début et que dans le réseau, vous avez créé quelque chose qui est incroyable et c'est vrai qui aide énormément les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler du dispositif Les Fondus ont du talent ? Oui. Donc le Réseau des Fondus, il repose sur la partie réseau social, les événements et depuis le début aussi sur un concours. Ce concours, il est né d'un constat qui était d'observer ce qui existait au niveau du soutien à l'entrepreneuriat local. Et il y a énormément d'initiatives formidables qui sont très actives sur la partie genèse du projet, donc qui vont financer le projet via notamment des emprunts à taux zéro,
qui vont ensuite proposer de l'accompagnement. C'est ce que font les réseaux d'entrepreneurs et ils le font très bien. En revanche, moi, dans mon parcours, j'ai observé des centaines de porteurs de projets parce que j'ai travaillé, notamment, j'ai ouvert les premiers espaces de coworking en Suisse romande. J'ai dirigé un réseau là-bas. Bref, j'ai côtoyé beaucoup de porteurs de projets et j'ai observé quels étaient les facteurs clés de succès ou d'échec et de démotivation. Et en voyant tous ces porteurs de projets qui arrivaient dans nos espaces de coworking quand on a lancé le coworking en Suisse en 2011, au début, ils arrivent, ils sont surmotivés, ils vont déchirer, le marché les attendait, le monde les attendait. Voilà, ils ont encore des droits qui font qu'ils sont encore rassurés financièrement. Et puis arrive au bout d'1 an et demi en général, un seuil plancher où en fait le magnifique site internet qui a coûté cher n'a pas suffi à les rendre visibles parce qu'il y a eu beaucoup d'autres projets équivalents qui se sont lancés. Parce qu'il faut commencer à rembourser l'emprunt, parce que les aides se tarissent et que tout à coup, il faut aller au contact, il faut aller chercher des clients, il faut être au-delà de « j'ai une belle idée ». Et c'est à ce moment-là que nous, ayant un rayonnement important, on peut aider ces porteurs de projets sur ces fameux aspects visibilité, attitude réseau. Et ça, c'est des échanges que j'avais eus avec des chefs d'entreprise en local qui ont dit « vous, c'est là-dessus que vous pouvez agir, aidez-les à être visibles, aidez-les à peaufiner leur approche, à faire pivoter leur promesse initiale en allant au contact d'autres porteurs de projets pour leur dire ce que tu fais est bien, mais peut-être que tu pourrais, tu vois, sur certains aspects, rééquilibrer. Et ce dispositif, aujourd'hui, il a pris beaucoup d'ampleur. Tu en as fait partie, parce que tu étais dans la première saison. Donc, on commence la 4e. On a eu 80 candidats. Chaque année, on retient 8 lauréats. Et depuis, on a des partenaires qui se sont adossés au dispositif. Donc, c'est vraiment, bien évidemment, la visibilité, mais maintenant, ça va au-delà. Il y a aussi de l'accompagnement sur ces fameux aspects visibilité et attitude réseau. Et tous témoignent de l'impact positif qu'a eu ce dispositif, de prise de conscience, de contact, de crédibilité par rapport à des interlocuteurs. Et c'est marrant parce qu'on a rencontré hier des acteurs de la ville qui nous disaient on a l'impression que vous êtes devenu un peu un label qualité, et on a des gens qui viennent en disant « Eh ben moi, je suis au réseau des fondus ». Comme si c'était quelque chose qui apportait un gage de qualité. Je confirme, et si vraiment je suis heureuse qu'on puisse avoir cet échange, parce que c'était important pour moi, puisque par rapport à moi, mon histoire de la méthode cohérence, et que j'étais donc dans la première saison et j'ai eu la chance d'être lauréate, en fait, ça a tout changé. Et c'est lié au développement de l'entreprise, et ça a été vraiment le tremplin pour moi. Et ça fait la différence, puisque j'étais en pourparlers pour obtenir un prêt bancaire, parce que je ne pouvais pas me développer, passer de une à plusieurs personnes toute seule comme ça. Et c'était vraiment obligatoire. Et c'est grâce au fait d'être passée par ce dispositif, d'être lauréate, qu'ensuite, en plus, j'avais une interview France Bleu. Il y avait eu pas mal de choses et que ça m'a permis d'avoir ça. Donc encore merci, parce que méthode cohérence n'existerait pas, je pense, vraiment. Et en crédibilité. Et tu parles de local au niveau réseau. Moi, j'ai quand même une grosse partie de mes clients qui sont d'Annecy et de la région. Après, j'en ai d'autres aussi en France, mais une partie. Et c'est vrai que ça m'a aidé à apporter de la légitimité, de la crédibilité. Et là, je viens d'intégrer un groupe international. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, elles se font petit à petit. Et moi, ça a commencé par le réseau des fondus. Extra. Ouais, on en est très heureux. Gratitude infinie. Ok. Je t'ai fait remplir un petit outil de coaching qui vient du Québec, qui s'appelle la roue de la vie. Parce que c'est intéressant de voir un peu l'équilibre que tu as dans chacun des gros domaines. Au niveau de ton épanouissement général et de ton activité professionnelle, c'est extrêmement élevé. Du coup, c'est aussi pour ça que tu es invité. C'est pour que tu nous partages un peu ton expérience, comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es sur ton X ? Oui, après, je pense aussi que l'équilibre, le bien-être, la cohérence, parce que c'est le thème aussi, c'est le travail d'une vie, c'est un chemin de vie. Il n'y a que le temps. Donc, il y a des expériences de vie qui nous font aller plus vite que certains, parce que peut-être qu'on a vécu des choses plus impactantes qui font qu'on chemine plus rapidement. Après, quand on écoute les anciens, ils ont une expérience de vie, et ça, il n'y a que le temps qui peut aussi. Donc, il ne faut pas être trop pressé non plus. Ça mettra le temps que ça mettra, et je pense que la vie, pour la plupart d'entre nous, elle dure un certain temps pour ça. Parce qu'on est en permanence en train d'évoluer, de s'élever, de s'éveiller. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je me trouve plutôt bien équilibrée.
Et à ta place. Et à ma place, oui. Oui, bien sûr. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent et qui te découvrent, moi, ce que j'avais envie que tu nous expliques, c'est est-ce qu'en fait ton parcours, il a été facile, la route toute tracée? Est-ce que tu as eu comme une feuille de route? Bon, bah Claire, c'est sûr, tu vas exploser dans ta vie. Mon parcours, est-ce qu'il était tout tracé? Je sais pas. J'avais des facilités, on va dire. Je pense que malgré tout, il faut quand même être conscient aussi de la chance qu'on a de naître dans un environnement favorable. C'est pas forcément ce qui va faire que derrière on va plus facilement réussir sa vie, mais en tous les cas c'est quand même un socle fondamental. Donc moi je pense que j'ai eu de la chance de naître dans une famille très aimante, très équilibrante, avec une structure, un cadre, des valeurs très fortes. Ça construit un enfant. Après, j'avais on peut le dire, des facilités dans mon apprentissage scolaire. L'école, pour un enfant, ça prend beaucoup de place. J'ai jamais eu beaucoup besoin de travailler, et ça, c'est quand même une chance, parce que qu'est-ce qui fait que certains ont besoin de cravacher, d'autres pas? Ça, c'était merci la vie, parce que moi, je me suis pas trop fatiguée à l'école non plus, et ça, c'est pas tout le monde. Donc ça, c'était plus ou moins écrit, on va dire. Et puis après, justement, parce que la vie a été quand même assez généreuse avec moi et facile, il a fallu que j'aille me frotter à des expériences. Donc je me suis créé moi-même mes parcours initiatiques. Parce que je pense que du coup, c'était plutôt cool. Et comme j'aime vivre grand, je pense que du coup, je me suis créé 2-3 chocs de vie, ruptures de vie. Et ça, j'ai compris depuis que c'était pour justement en faire des expériences, comprendre et m'élever. Donc tu as traversé les épreuves de résilience. J'ai traversé plein d'épreuves, mais que quelque part, je me suis infligée. Parce que j'aurais pu aussi me dire, tout est facile, continuons sur cette facilité. Dans tous les aspects de ma vie. Sauf qu'en fait, en permanence et encore maintenant, il faut tout le temps que je me mène dans un fonctionnement de renouveau, de quête, de quelque chose de différent. Je déteste quand ça ronronne, quoi. D'accord. C'est quoi l'étape d'après, alors? Il y en aura beaucoup, je pense. Et ouais. Je sais jamais où ça m'emmène. Et okay. Plus ça va, et plus j'ose, et plus je me rends compte que plus on ose, et plus les choses que tout est faisable, possible. Donc en fait, jusqu'où ça ira, je sais pas. Je le fais pas pour me prouver des choses à moi-même, je le fais parce que ça m'exalte, quoi. Et parce que je trouve que on est là pas longtemps finalement sur Terre, et qu'il faut vivre, quoi. Vivre, ça a été longtemps un sujet. Je me suis souvent demandé quand j'étais petite, mais on est là pourquoi? Depuis toute petite. Moi, je veux pas juste être là. Je veux vivre pleinement, intensément. Je veux comprendre. Donc, c'est toujours là aujourd'hui. Et c'est ce que tu expérimentes C'est ce que j'expérimente au quotidien dans tous les aspects de ma vie. Voilà. Quand je dis j'aime pas quand ça ronronne, aujourd'hui c'est devenu un terme vraiment galvaudé, la zone de confort, parce qu'elle peut être très confortable, la zone de confort, hein, mais voilà, ou très inconfortable, ou en tout cas chacun se crée un équilibre, c'est ça la zone de confort. Après, en sortir, ça dépend aussi c'est une personnalité. Quand tu disais est-ce que tu avais des prédispositions, alors est-ce que c'est une prédisposition, est-ce que c'est la façon dont on est élevé? Moi j'ai une sœur, on est opposés, donc on a bien eu les mêmes parents. Donc il y a une prédisposition dans notre éducation. En tout cas, moi j'ai peur de rien, par exemple. Ça, est-ce que tout le monde peut dire qu'il a peur de rien, ou je crois pas. Et en soi, c'est peut-être très bien comme ça. Donc il faut se respecter dans son fonctionnement. Je le vois que tu mentionnes la peur. Je le vois par rapport à la centaine de personnes qu'on accompagne, qu'en fait c'est ça. C'est la peur qui va être le pivot. Ouais, je pense qu'on est nos propres freins, et c'est dommage parce que je crois sincèrement, après, il ne faut pas aller tous aujourd'hui à dire... Enfin, on entend beaucoup que chacun peut être ce qu'il a envie d'être. Il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a quand même des gens qui naissent pas là où il faudrait, avec beaucoup de difficultés, et ils vont devoir faire beaucoup plus d'efforts aussi. Mais en tous les cas, si on parle de notre société occidentale, de gens qui n'ont pas vécu de choses fondamentalement difficiles, aujourd'hui, on a la chance, à mon avis, de pouvoir quand même se créer le destin qu'on a envie de se créer, mais il faut se libérer, et c'est le rôle que vous avez, vous aussi, d'accompagner les gens sur tous ces freins, ces peurs, ces manques de confiance, voilà. Complètement. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut oser. Complètement. Et les croyances qui ont été inculquées par les parents aussi, l'éducation, exactement. La société. Tu peux pas faire ça, t'as pas les capacités. C'est ça. Et là, comme tu disais, en fait, il y a un champ des possibles
Infini. qui est infini. Et c'est vrai que je le découvre aussi, donc je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est challengeant, parce qu'on a envie d'aller encore plus loin. T'avais, à une conférence où j'ai été, tu avais fait une présentation et j'ai découvert quelque chose sur soi que je ne savais pas. C'était ta première expérience entrepreneuriale À la Clusa. à la Clusa. Ouais, j'avais 23 ans. J'étais même encore sur les bancs de l'école quand j'ai travaillé sur le projet. J'ai fait un master en marketing et communication. Et en général, tous mes collègues de promo, à l'époque c'était l'ESC Chambéry, c'est l'ancêtre de l'INSEC, allaient faire carrière en Suisse parce que c'était la voie toute tracée. Il fallait quelque part rembourser son diplôme, quoi. Et en fait, je pense que ça me faisait pas tellement vibrer. En tout cas pas à 23 ans. Et puis, j'ai rencontré une personne qui était dans le secteur de la restauration. Je connaissais pas du tout cet environnement-là, je connaissais pas ce métier. Donc c'est né d'une rencontre, je pense que Mais j'ai pas eu envie de créer un café-restaurant, j'ai eu envie de créer un concept et une communauté. Voilà. Déjà. Ouais, déjà. Ça s'appelait Café Tartine et c'était un lieu de vie. On partait de rien parce que j'ai acheté cet établissement en liquidation judiciaire. Ça avait jamais marché. C'était dans un endroit du village où personne n'allait. Parce que la Clusa, c'est tout petit, mais il y a quand même un cœur de village. Et là, c'était excentré du cœur de village. Et ça n'avait jamais marché parce que, je sais pas, il s'était jamais rien passé dans ce petit endroit, pourtant pas mal du tout. Hein. Et me voilà partie dans ce Paris. Et c'est devenu vraiment un lieu de vie, une communauté, des gens qui se stickent des autocollants partout, qui en mettent sur les télésièges, qui partent en vacances avec, qui nous envoient des photos, qui viennent décorer avec nous pour les soirées, qui nous donnent des idées de concepts de soirée. Après, j'avais pris un barman qui était un habitant du village, donc il ramenait ses copains. Enfin, c'était fou, mais 23 ans, quoi. Waouh. Ouais. Du coup, moi, ça, ce moment où tu décides de faire ça, il m'intéresse. Parce qu'il y a pas mal de personnes, de jeunes, qui, au fond d'eux, ils ont un petit truc qui les fait vibrer, mais ils ont peur, ils y vont pas. Et nous, on les retrouve dans nos clients, là, souvent. Après ? Ouais. Moi, je les retrouve souvent où il y a eu un burn-out, où ils sont en insatisfaction, donc ils viennent faire le fameux bilan de compétences. Et en fait, on arrive à revenir sur cette vingtaine. Qu'est-ce qui les faisait vibrer à l'époque ? Et c'est finalement ça qui était enfoui, qu'on fait ressortir. Mais des personnes, là, ce que tu me racontes, il n'y en a pas tant que ça, qui ont suivi cette voie-là. Alors du coup, ça a été quoi le déclencheur, tu sais, parce que tu as tous tes copains, tout le monde qui est parti faire son école de commerce. Ils sont partis faire carrière en Suisse. Ouais. Okay, le déclencheur, c'est de l'inconscience. À 23 ans, on n'a conscience de rien, donc on ose tout. C'est une première expérience professionnelle. Je ne savais même pas ce qu'était le monde du travail. Je commence par l'entrepreneuriat. En même temps, je suis fille d'entrepreneur, donc c'était mon modèle aussi. C'était ma façon à moi de voir le travail, c'était de créer sa boîte. Ça, c'est dans mes gènes. Hein. Ma grand-mère était déjà à son niveau entrepreneur. Elle était épicière, elle avait repris une franchise dont je porte d'ailleurs le deuxième prénom. Et donc, c'était dans ma lignée. Donc, je pense que je n'avais pas peur de la création d'entreprise. Beaucoup d'inconscience. Et puis, qu'est-ce qui fait que j'ai osé je ne sais pas, j'y croyais très fort à ce projet. Très, très fort. J'étais allée avec mon petit business plan à la banque pour financer un emprunt, pour tout casser, faire les travaux. Je crois qu'en fait, je ne me posais pas de questions. Tu te posais pas de questions ? Tu n'avais pas peur ? Non, c'est ce que je dis parfois à des gens. Quand on est jeune, on ne réfléchit pas. Pourquoi, en général, les gens qui font couple, qui se mettent ensemble, etc., ils le font jeunes parce qu'ils ne réfléchissent pas à cet âge-là. Ils ont un coup de cœur, ils se mettent avec une personne, ils se construisent ensemble. À 40 ans, les gens qui font leur vie se posent des questions métaphysiques. Est-ce qu'on va être capable sur le quotidien, etc. À 20 ans, je crois qu'on ne se pose jamais la question. Donc l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est un coup de cœur, quoi. Oui, j'allais dire, quand j'entends ce que tu dis, ça résonne, on suit plus notre cœur quand on est jeune que notre mental. Et après, ça s'inverse. On est encore un peu pur. Je dis que l'enfance, c'est pur encore. Je vois mon fils souvent, il me fait des sorties. Mais on se dit, qui a quel âge ? Il a 11 ans. Et c'est encore très, très naïf, très innocent, très... Ouais, ils écoutent leurs ressentis, leurs émotions. Et c'est vrai qu'après, l'adulte perd ça. Et c'est pour ça aussi que finalement, il faudrait encourager les jeunes à oser. Moi, je peux pas dire que mon environnement familial était ravi de me voir partir enfiler des bottes et une parka et partir ouvrir un café-restaurant station. Hein. Ils rêvaient de voir leur fille en tailleur à Genève, mais ils ont embarqué. Ce que tu as fait après. Et puis c'est que le début, hein, parce qu'à chaque fois, ils en ont eu des surprises avec moi.
S'ils croyaient que j'allais suivre la voie toute tracée, Ouais, on est c'était d'accord. mal me connaître, quoi. On est d'accord. Et du coup, après cette expérience-là, t'as fini en tailleur étalon en Suisse. Bah ouais, comme quoi, hein. Comme quoi. Bah oui, parce que après, bah justement, on apprend. C'était une formidable école de la vie, hein. J'ai découvert l'entrepreneuriat, les ressources humaines. J'ai découvert aussi ce qu'était la vie en montagne, des établissements tenus 99% par des hommes, hein. Donc un écosystème quand même assez particulier. J'ai découvert les désillusions. On fait confiance à quelqu'un qu'on embauche, puis finalement ça se passe pas comme on aurait imaginé. Enfin, ça a été vraiment en accéléré. Tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a peut-être cet ikigai, enfin, cet équilibre, on le trouve parce qu'on a vécu jeune des choses très fortes. Et donc, du coup, j'ai pris de l'avance, quoi. Parce qu'à 23 ans, quand tu vis ça, déjà, ça te fait bien grandir. Mais après, je travaillais 100 heures par semaine. Donc, j'avais un appart, je voyais juste la chambre et la salle de bain. J'allais jamais dans le salon parce qu'on était ouvert de 8h30 à 2h du matin. Waouh. 7 sur 7. Donc, c'est une belle première expérience. Et tu regardes la montagne et les gens qui vont skier, mais toi, tu bosses. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, moi, je veux être là-bas, sur la piste de ski, venir manger un burger là, mais moi, je veux pas faire ça. C'était pas ça le contrat au début. C'était parce que déjà, à 23 ans, j'avais créé le concept, je voulais le développer, nanana, j'avais déjà tout pour en faire un concept limite franchisable. Mais c'était pas pour devenir patronne de bar-restaurant. Donc après, effectivement, à un moment, c'était comme un bébé que je lâchais, hein, que j'ai mis en gérance. Et j'ai regardé en Suisse ce qui se passait. Et c'est comme ça que je suis partie travailler et que j'ai enfilé le tailleur. Ouais. Voilà. Là, j'avais 26 ans. Ouais. Et chaque expérience a amené à ton parcours d'aujourd'hui et à la création du réseau défendu, hein. Donc en Suisse, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté, cette expérience? Alors, ma grande expérience en Suisse, c'était chez Résonance. Je suis restée 7 ans et demi. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ouh là là, beaucoup de choses, hein. Et vous avez le temps? Ouais, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Je dis souvent cette femme qui était ma patronne en Suisse. Donc là, pour le coup, j'étais salariée, mais je pense que c'était qu'un statut, hein, salarié, parce que cette entreprise, je crois l'avoir gérée comme si c'était la mienne. Et cette femme était étonnante, quoi. Et je pense qu'elle m'a déconstruite pour me reconstruire, débranchée pour me rebrancher. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas une rencontre qui est arrivée par hasard. Elle a le prénom de mon deuxième prénom. Voilà, on a énormément de points communs. Elle est assez incroyable. Et donc déjà, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est cette rencontre humaine très forte, très difficile. Parce que c'est un personnage qui est haut en couleur et il faut être accroché pour arriver à collaborer à ses côtés pendant plus de 7 ans. Voilà, mais ça veut dire que j'étais prête pour ça. On parle de parcours initiatique. Ben là, c'était à chaque seconde le parcours, hein. Donc voilà. Mais bon, je me suis accrochée et j'ai fait preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, souvent, quand on a des gens comme ça qui nous renvoient des choses qui ne sont pas forcément faciles, il faut être capable de les accueillir, de ne pas les prendre personnellement et d'avoir envie d'écouter ce que la personne dit pour dire effectivement, j'ai de quoi encore progresser et grandir. C'est ça. Et moi, j'ai tout accueilli. Des fois, ça allait trop loin, donc je mettais quand même des limites aussi. Et puis, à un moment donné, est arrivé vraiment un équilibre et un respect mutuel qui fait qu'ensemble, on s'est respectés. On avait beaucoup de gratitude l'une pour l'autre et on a avancé. Mais au tout début, on a mis du temps aussi à se connaître, à fonctionner ensemble. Et puis après, ça a été vraiment une grande rencontre de vie, quoi. Et donc ça, c'est la première. Après, l'entreprise que j'ai gérée, Résonance, là, c'était incroyable. Parce que j'avais 27 ans et on organisait 25 événements par an sur toute la Suisse romande, sur des thématiques incroyables, avec des gens... Enfin, on a eu des Pierre Rabhi, des Edgar Morin. Enfin, on avait tout ce que l'Europe compte de grands penseurs, de gens... on parlait de physique quantique. Enfin, c'était complètement fou, quoi. On faisait venir les Indiens Kogi de Colombie sur scène. Donc, j'étais aux avant-postes de quelque chose de totalement pionnier, innovant, avec des gens incroyables. On côtoyait les conseillers d'État, les fédérations patronales, des auteurs, des conférenciers, des gens vraiment ultra brillants, quoi. Donc, c'était un apprentissage. Bon, déjà, le métier en tant que tel, mais après, ce qu'on produisait, quoi. Et ce qu'on rendait accessible aux gens, ça s'appelait... Elle disait que c'était l'université libre et gratuite des entrepreneurs romans. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on rendait accessibles ces gens au plus grand nombre. Et du coup, on contaminait des centaines de milliers de gens, quoi. Donc, c'était fou. Après, avec... elle s'appelle Geneviève Morand, fallait être accroché, quoi.
parce que c'était un projet à la seconde et on a fait des projets complètement fous, quoi. Le lancement du coworking à Genève, après à Lausanne. Donc j'ai travaillé, mais là aussi, c'est pas que de la chance ou des prédispositions, c'est une faculté de travail, une envie complètement incroyable. Parce que je sais pas combien je faisais d'heures, mais je les comptais pas, quoi. Waouh! Ça a l'air vraiment... tu vibres encore quand on parle là. Bah ouais, parce que c'était extra. C'est pour ça que derrière, j'ai rendu hommage à Résonance en créant le réseau des fondus, parce que ça a été un grand parcours de vie. On est d'accord. Donc l'impact que tu avais connu avec Résonance, là, ça restera à vie en moi, hein. C'est vraiment une expérience incroyable qui m'a énormément apporté. Et après, j'ai évolué aussi et j'aurais pu rester en Suisse et continuer à m'occuper de Résonance, reprendre Résonance. J'étais arrivée au bout de quelque chose aussi. Je suis devenue maman au tout début de Résonance, donc je gérais un bébé, ce poste qui était ultra prenant. Et puis c'était des années de ma vie où c'était comme ça, hein. Donc c'était vraiment une espèce de tourbillon et ça m'a beaucoup nourrie. Et arrive à un âge aussi où tu as un peu fait le tour. J'en aurais peut-être jamais fait le tour, mais en tout cas j'étais arrivée à un stade où voilà, j'avais atteint tout ce que je pense j'aurais pu atteindre dans l'entreprise et j'avais envie d'autre chose pour moi. Et de me dire, tiens, on va voir ce que ça fait, l'oisiveté. C'est ça. Et par rapport justement à maintenant, ça fait quoi là, 3 ans que... Le réseau des fondus. Le réseau des fondus. Ouais, j'ai quitté Résonance en début 2018. J'ai fait 1 an de pause totale. Bon, j'avais toujours des projets dans un tiroir, j'écrivais des choses, je réfléchissais, mais globalement, je faisais ce que font certaines personnes que je ne connaissais pas, j'avais jamais fait. Je sais pas, aller chercher ses enfants à l'école, goûter avec eux, aller au ski quand il y a de la neige, aller se baigner quand il fait beau, manger avec des amis à midi, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Même Annecy, hein, en fait, j'avais vécu à la Clusaz, j'habitais à Annecy, mais je survolais parce que j'y étais jamais. En fait, c'est comme si j'avais été dans une espèce de tourbillon, mais que j'ai voulu, hein, et que là, d'un coup, j'avais débranché la prise. Je me disais, waouh, c'est cool, il se passe des trucs, il y a des gens sympas. Il y a une vie. Ouais, et puis le temps long, quoi. Prendre le temps. Ouais. Donc voilà, ça m'a permis de faire germer des idées aussi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée du réseau des fondus. D'accord. Parce que moi, la Claire que je connais, c'est celle-là. Du réseau des fondus. Du réseau des fondus. Ouais. Et qui est équilibré. On le ressent, cet équilibre, le temps, ton fils, tout ça. Il y a eu quand même un point de bascule. Bon, il y en a eu plein. Pour que tu t'arrives à voir ce côté-là, ok, il y a le boulot, mais il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y avait pas que le boulot. J'étais quand même, je suis une maman amoureuse de son enfant, hein. Je parle avant que tu aies ton fils. Avant que j'ai mon fils. Parce que tu disais que tu faisais des heures et des heures Avant et des heures. Alors après, chez Résonance, j'ai été enceinte de Tom au bout de 15 jours chez Résonance, hein. Ah, ok. Donc en fait, il y avait Résonance et Tom en même temps, hein. C'était un D'accord. double chantier en parallèle, assez intensif. Voilà, mais les aspects importants de ma vie, c'était ma vie de maman, ma vie professionnelle, mais j'ai toujours eu un temps avec moi-même très fort. On y viendra peut-être. Mais moi, je suis très bien avec moi-même. Si on parle d'équilibre, c'est peut-être ça. C'est parce que j'ai jamais eu tellement d'attentes de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin. Ça, c'est fantastique. En tous les cas, c'est mon fonctionnement. Mais je ne l'ai pas travaillé. C'est intrinsèque et c'est ce qui fait que je suis bien. Ok, c'est fantastique parce qu'il y a énormément de personnes où c'est ce qu'on essaye vraiment de leur transmettre. C'est tous ces gens qui attendent de l'autre de recevoir de l'amour, de l'attention, d'être acceptés, etc. Et en fait, la clé de libération, c'est de leur faire comprendre que ça va venir d'eux. Et à partir de là, on reprend son pouvoir. Et les choses sont complètement différentes. Oui, après, c'est pas vraiment tendance dans notre société, hein. On est dans une société du jugement, du binaire, du c'est bien, c'est mal, t'as raison, t'as tort. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Le modèle, c'est ça. La société, c'est ça. Le schéma, c'est ça. Donc, il faut quand même se libérer de beaucoup de choses pour être pleinement soi, hein. Parce que si les gens, aujourd'hui, attendent des autres, attendent le point de vue de l'autre, d'être confortés dans l'opinion de l'autre, c'est parce que la société est ainsi formatée. Donc, il faut se libérer de beaucoup de carcans. Et ça nécessite une grande liberté quand même, hein. Complètement. Et c'est dans les valeurs qui sont importantes pour toi. Tu m'as noté la vérité, la liberté, l'authenticité.
Et je voulais te demander justement en quoi ta vie professionnelle, personnelle, elle est alignée avec ces valeurs-là. Alors ces valeurs-là, j'ai su quelles étaient mes valeurs fondamentales de vie. Donc je connais mes talents, parce que mon ex-patronne Geneviève Morand, quand elle accueillait ses collaborateurs, elle leur faisait faire le test Gallup. Et donc on Ah connaissait oui. tous nos talents intrinsèques. Je connais ma mission personnelle, parce qu'après en découlait la mission. Et après, moi, j'y ai ajouté mes valeurs fondamentales et mon environnement clé. C'est-à-dire que je sais aussi où je dois vivre au niveau de mon environnement de vie. Je sais pas, près de la montagne, du lac, etc. Et je connais mes valeurs parce que je me suis questionnée sur ça. Pourquoi on se questionne sur ces valeurs? Moi, en tout cas, c'est des moments où il y a des choses qui me dérangeaient ou qui venaient réveiller des choses qui me perturbaient. Je me disais, tiens, pourquoi ça vient m'impacter? Parce que ça touchait mes valeurs fondamentales. Donc aujourd'hui, dans tous les aspects de ma vie, j'essaie d'être fidèle à ça. Vérité, c'est hyper important. Vérité, pour moi, j'ai besoin de sentir les gens. J'ai besoin d'être... Personne ne dira jamais tout, mais j'ai besoin de sentir les gens. Je suis ultra intuitive, donc de toute façon, je sens tout. Mais pour de vrai, hein, ça, c'est pas un côté médium. Tout ce qu'on ne me dit pas, de toute façon, ça passe pas par la parole chez moi. Je ressens bien au-delà. Donc on peut me dire quelque chose, mais de toute façon, je sais tout ce qu'il y a derrière. Je le vois dans la gestuelle, dans plein de choses. Donc vérité, pour moi, c'est très important. J'essaie le plus possible d'être authentique et vrai et sincère. Et j'attends ça aussi des gens autour de moi. Et chacun est comme il est. En tout cas, c'est les gens dont je m'entoure, c'est les gens qui sont authentiques et vrais. Et la liberté, alors ça, c'est chevillé au corps. Ouais, moi, je suis un électron libre. Je ne peux pas être enfermée dans quoi que ce soit. Ni dans un carcan, ni dans un dogme, ni dans un modèle, ni dans un schéma. Je suis née comme ça. Voilà. Et j'ai fait un enfant comme ça. Parce que là, il sort de l'école et il me dit j'ai eu telle note, etc. Et je lui dis d'accord. Et du coup, toi, quand tu as une note, qu'est-ce que ça te fait? Et il me dit rien. J'ai besoin de personne pour me dire ce que je sais et ce que je vaux. Waouh! Moi, il a 11 ans. Alors, soit on trouve ça bien, mais je n'ai pas inculqué ça. Et je lui dis mais du coup, tu es contente? Et rien. Ça me fait pas de... je ressens rien. Moi, je sais ce que je sais. Voilà. Ok. Donc, il n'attend pas des autres qu'on lui dise... Ni de ses parents, ni de ses professeurs, ni de ses amis. Il ne se compare pas. Et que 3/4 des parents et les autres, ils ont eu quelle note? Et ta prof, elle a dit quoi? Et donc moi, ça, j'avoue, je le fais pas. Hein. Jamais. Donc je commence à insuffler ça aussi, de lui dire de toute façon, et puis tu n'es pas qu'une note sur une feuille, et puis l'école, c'est un élément de ta vie. Mais voilà, il y en aura plein d'autres. La vie, elle s'apprend en dehors. Si on regarde la roue, c'est ce que j'essaie à un moment d'expliquer à mes enfants aussi, c'est une branche. Et j'en ai un qui est passionné de sport, qui est en sport-études. Quand il y a eu le confinement, tout s'est écroulé, tout s'est arrêté, et j'ai sorti mon outil de coaching pour lui expliquer, mais il n'y a pas que le foot en fait. Il y a aussi d'autres choses. C'est plein d'aspects. C'est ça. Et mais là, il a ouvert les yeux. Et il faut l'insuffler si on en a le goût. Je veux pas conditionner du tout cet enfant qui est libre d'être qui il est, mais en tous les cas, c'est tellement chevillé au corps chez moi que de toute façon, il le vivra comme ça. La liberté, c'est quelque chose, si on a envie que nos enfants deviennent qui ils sont profondément, il faut les élever de cette façon. On peut pas souhaiter qu'un jour ils se libèrent et qu'ils deviennent pleinement eux-mêmes en les mettant dans des carcans, en projetant des choses sur eux, en les conditionnant, en leur disant que la vie c'est comme ci et pas comme ça. Il y a tellement de projections des parents sur leur progéniture comme si c'était leur continuité. Non, c'est un être libre en fait qui un jour s'en ira et que tu as mis au monde. Mais il n'est pas, et je l'ai dit ça dans mon intervention, j'ai dit il n'est pas le fruit de papa ou maman, un enfant, il est lui. Donc la liberté, moi je le dis de façon naturelle. Après, je vois très peu de gens qui pratiquent ça. Hein. Très peu. Bah ouais, on est dans un monde très peu. Et ça commence, pour ça que je parle des parents avec leurs enfants. Parce que je comprends, aujourd'hui l'enfant est un enfant désiré. Avant, si on revient à nos grands-parents, c'était des enfants subis, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que l'enfant arrivait, il était là, et il faisait sa vie, il se construisait un environnement, et ses parents continuaient leur vie, quoi, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, l'enfant désiré, l'enfant souhaité, voulu, forcément a pris une place qui est complètement différente. Et il y a, de la part des parents, souvent, dans cet enfant ensuite qui vient au monde, tellement de projection sur cet enfant, de conditionnement sur cet enfant, et c'est le début de l'abnégation, quoi. C'est le début du conformisme. Après, l'école s'en charge aussi, la société. Donc, si les parents, au moins, déjà, libéraient leur enfant en disant « Ok, t'es complètement différent de nous, bon, ok, bah, t'as le droit. »
Oui, Pas que l'enfant sente que c'est une déception parce qu'il répond pas aux attentes. Il n'y a pas à avoir d'attente. complètement. Je rebondis sur ce que tu dis et finalement cette ouverture d'esprit, et on le sait toutes les deux que ça, on le retrouve beaucoup chez nos amis québécois, où on pourrait avoir ce genre d'échange, et ils ont plus cette vision-là dont tu parles. Oui, j'en connais quelques-uns des Québécois et puis je sais que beaucoup de principes, de bien-être et cetera viennent de là-bas. C'est par hasard, je pense, c'est une acculturation aussi, hein. Les Québécois, ils sont dans nord-américains, avec une spécificité, linguistique, ils se sont créés une identité. C'est hyper intéressant le modèle du Québec. Mais, la liberté, je sais pas, je pense que ça il y a des gens qui ont ça en eux et d'autres pas aussi. Il y a des gens qui ont pas besoin de se sentir libres. Ils ont besoin de se sentir, rassurés, à être dans Ce des que schémas j'allais dire, et tout est bien. rassurés. Ils sont rassurés en fait d'être là-dedans. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, où il y a des prédispositions, on a besoin de recevoir l'attention, l'amour, etc. Mais il y a pour moi aussi cette dépendance affective, tout le temps. Après, si les gens sont heureux en se faisant, enfin, en fait, dans un parcours de vie, je sais pas combien de temps ça dure en moyenne, mais moi je me dis toujours, on est là, une femme en moyenne, 80 ans, dans une vie. Bon, donc on se fait des nœuds au cerveau. On a été là, on aura fait deux, trois trucs, on partira, il y en aura d'autres. À l'échelle de l'humanité, on n'est rien, hein. Enfin, c'est impressionnant. D'ailleurs, maintenant, on a l'impression qu'il y a un épiphénomène et puis on va changer le monde. Mais le monde, il a été là avant, il sera là après, hein. On n'est que peu de choses. Et nous, êtres humains, c'est pareil. Donc après, l'essentiel, c'est d'être heureux sur le temps qui nous est imparti. Après, heureux, là encore, vaste sujet. On ne sera jamais heureux tout le temps. Il y a des moments de bonheur. En tout cas, si une personne, en se faisant un schéma de vie rassurant, et c'est très bien comme ça, la société est ainsi construite. S'il y avait que des électrons libres, ce serait quand même compliqué. C'est pour ça qu'il y a des codes et il y a des interdictions et il y a un cadre. Donc en soi, c'est très bien ainsi. Parce que derrière, de croire aussi que chacun est capable, ou je veux dire, la liberté, c'est une quête qui est grande et qui est longue et qui est presque justement un peu inaccessible. Donc certains, on va leur parler de ça et ils viennent de tellement loin dans ce qu'ils ont vécu que ce sera jamais atteignable. Et en soi, peut-être dans une prochaine vie, quoi. À ton avis, comment est-ce qu'on peut aller chercher cet équilibre vie privée, vie pro? Ce serait quoi un conseil qu'on pourrait te donner? Bah déjà, c'est de pas scinder les deux. Moi, j'ai jamais parlé de vie personnelle, vie professionnelle. J'ai eu une vie. Ok. Et dans ma vie, il n'y a pas de pro-perso, enfin, tout est entremêlé. Je connais ma mission personnelle, j'en ai fait une mission d'entreprise, c'est mon métier, c'est ma vie. Enfin, c'est un peu... Certains vont dire, ouais, tous les entrepreneurs, ils disent que leur boîte, c'est leur vie, ils n'ont pas l'impression de travailler. Ben oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais ce pourquoi tu es fait, sans effort chaque jour, bon, bah voilà, t'incarnes tes talents, ça te prend pas tellement d'efforts. Pour d'autres, ce serait compliqué. Donc moi, ça, c'est ma vie. Je veux dire, aujourd'hui, Talent et Territoire, c'est pas du lundi au vendredi de 9h à 18h. C'est aussi le dimanche en regardant Lopez à 16h45 parce que d'un coup, j'y tiens, ça c'est cool, on pourrait le mettre sur ce qu'on lance. Enfin, c'est tout le temps. Donc après, la vie perso, pour moi, encore une fois, c'est complètement mêlé, quoi. J'ai une vie avec plein de choses à l'intérieur. Alors maintenant, c'est vrai qu'on y met des aspects. Souvent dans une construction humaine, ça, c'est mon côté très méta. Moi, je regarde vraiment le monde d'en haut, hein. Donc, je sais que j'ai un regard étonnant, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours mis les gens dans des archétypes. Enfin, j'observe d'en haut, comme s'il y avait quelqu'un là qui regarde. Dans tous les cas, j'ai remarqué que dans les fonctionnements humains, on mettait la vie sociale, amicale. En gros, il faut avoir des amis, voir sa famille, avoir une vie de famille après nucléaire qu'on se recrée, hein, avec son conjoint, les enfants, etc. Et puis, il faut faire du sport, et puis partir en vacances, et puis... Donc ça, c'est un peu... Mais pour moi, c'est plus des injonctions sociales, mais c'est pas ça, la vie. La vie, il y en a, ils vivent complètement autre chose, c'est culturel aussi. Il y a plein de cultures où, en fait, ils ont les gamins sur le dos et ils ramassent les pommes de terre avec le gamin qui est là, qui va pas à l'école, enfin... Donc, vie perso, vie pro, déjà, de ne pas le scinder. Après, de trouver un équilibre, c'est de réfléchir à ce dont on a besoin dans tout ça. Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Parce que ça met une pression aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, là, il faut... alors maintenant, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes ou de... Pareil, moi, homme-femme, c'est même pas un sujet. C'est pour ça que je fais jamais d'événements 100% féminins. On est des êtres humains. Enfin, le genre n'a jamais été pour moi un sujet. On me parle de femmes entrepreneurs. Non, entrepreneurs, quoi. Arrêtons déjà de faire cette scission, comme ça on arrêtera d'en parler.
Parce qu'à force de dire homme-femme, c'est comme ça qu'on continue de stigmatiser et de dire ça ne devrait plus être un sujet. Donc l'équilibre, moi en tout cas, si je regarde comment j'ai construit un équilibre, c'est de me dire qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai besoin. On a le droit aussi, et les gens, ils ont 75 amis, tous les week-ends, ils se voient, ils se reçoivent. Après, quand on est en couple, il y a sa vie déjà familiale au quotidien. Parce que maintenant, les enfants sont dans les familles nucléaires, il faut les élever, s'en occuper. Avant, les enfants, ils s'autogéraient, quoi. Les emmener aux activités, machin. Plus après, la belle famille, plus les contingences sociales, plus il faut ci, il faut ça. Et les enterrements de vie de jeunes filles. Et tout ça, c'est impressionnant comme ça remplit l'agenda, quoi. Donc, il y a ça. Après, il y a la représentation. On en parlait des événements où il faut aller parce que si ça. Faire du sport, il faut partir en vacances. Il faut être une bonne épouse, il faut être une maman parfaite. Je caricature. Mais en tous les cas, on peut balayer les choses. L'équilibre vie pro, vie perso, on peut peut-être déjà commencer par faire le ménage. Tu caricatures, oui et non. Hein, parce que moi, qui ai cet aspect un peu perfectionniste, il y a un moment où je me suis noyée dedans. Entre le boulot, les enfants, tout ça, on peut vraiment se noyer dedans. Oui, c'est écrit où qu'il faut être tout ça. Et ça aussi, hein, je pense qu'à un moment, il va falloir casser tout ça. Hein. Complètement. On est dans une période de grande libération, là, donc c'est très bien. On remet en question des choses, la parole se libère, les tabous rejaillissent, donc c'est bien. Tout ça doit aussi éclater. Et en soi, c'est très bien. Je veux dire, on a la société, pour qu'elle soit à peu près tenue, on a mis en place des carcans, des socles, des modèles, des schémas. Après, on n'est pas obligé d'entrer dedans non plus. Donc c'est bien, là, la nouvelle génération, ils font éclater beaucoup de choses. Sur le genre, sur faire couple, pas couple, amour, pas amour, faire des enfants, pas des enfants. Il y a encore 20 ans, une femme n'osait jamais dire qu'elle voulait pas d'enfants. Voilà, donc tout ça est en train d'éclater. Donc faut regarder en fait ce qui constitue la sève de la vie. Et puis là-dedans, faire son marché. Mais on n'est peut-être pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé... Enfin, je pourrais faire une liste à l'après-vert de tout ça. On n'est pas obligé de faire 2 enfants parce que sinon, il sera seul, il sera malheureux, il n'aura pas de frères et sœurs et il va être traumatisé. C'est écrit nulle part, ça. Hein. On n'est pas... Parce que des fois, ils ne s'entendent pas du tout, les frères et sœurs, et c'est plutôt l'inverse. Donc, et puis aujourd'hui, dans un schéma nucléaire, papa-maman et un enfant, ça peut être bien aussi, quoi. Parce que sinon, après, quel est l'espace qui reste pour le parent, la maman en tant que femme, le papa en tant qu'homme. Parce que si on rentre dans tous ces schémas-là, mais en fait, c'est le marketing. Hein. On en vient là, la famille nucléaire, c'est une construction marketing. Hein. C'est papa, maman et les enfants. Ça rentre dans SUV 4 places, ça va dans une résidence secondaire comme ça skie en pack familial, et c'est marketing. C'est pas le bonheur ou la vie, ça. Donc c'est vrai que moi, du coup, ayant un fonctionnement atypique, je ne suis jamais rentrée dans ces schémas. Parce que je me disais, and so what, quoi. Donc, le premier pas, pour revenir à ta question, équilibre vie perso, vie pro, je pense faire éclater déjà ce concept-là qui pour moi est inexistant, mais ça n'est que ma croyance. Et ensuite, qu'est-ce que je mets si on devait réfléchir à vie perso, vie pro ? Est-ce que dans la vie perso, je suis obligée d'être une marraine parfaite, une sœur parfaite, une mère parfaite, une professionnelle qui bosse à temps plein, qui a 3 enfants, un chien, une résidence secondaire, qui va enterrer la vie de jeune fille de ma copine, parce qu'on n'a qu'une vie. Hein, on parlait des 80 ans, et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et quel espace il reste pour soi là-dedans. Après, sinon, c'est une façon de se fuir soi-même en permanence. Moi, personnellement, j'aime beaucoup être avec moi-même, donc c'est pas de l'égoïsme, c'est pas... Mais je peux pas. Je peux pas faire tout ça et avoir encore des espaces pour me ressourcer et ensuite accomplir ma mission, donner aux gens qui me sont chers. Donc en fait, équilibre vie pro, vie perso, faire le ménage. C'est fantastique, j'adore, parce que là, tu m'as fait une prise de conscience. Et ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux jeunes. C'est cette liberté qui te nourrit. En fait, c'est la liberté de ne pas suivre les injonctions. Tout à fait. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai que... Mais ça nécessite une rupture avec le cercle familial qui t'a élevé, avec la société qui t'a formaté, avec le marketing, avec tout ça. Complètement. Être libre, c'est à un moment donné un jeune qui quitte le giron familial, qui se prépare à devoir aller gagner sa vie. Hein. On est quand même dans une société capitaliste, donc c'est pour ça que le travail existe. Mais c'est à ce moment-là où il peut se dire, ok, on m'a montré ça, la société est ainsi faite, mais moi en tant qu'être humain, qu'est-ce qui met mon âme en mouvement les émotions, c'est ce qui nous fait nous mouvoir, quoi. Qu'est-ce qui m'allume, m'anime Est-ce que les gens se posent cette question ? Le fameux « qu'est-ce que j'ai le goût de vivre ?» Oui. Pas « il faut faire ci, il faut faire ça », il faut rien. Complètement. Après, il faut, gagner sa vie, par exemple, oui.
Mais pourquoi aussi? Il y a gagner sa vie. Enfin, tout peut être remis en question. En fait, c'est ça que j'essaie désespérément d'expliquer aux gens quand j'ai ce genre d'échange, c'est de dire, ça veut dire quoi réussir sa vie, réussir dans la vie, gagner de l'argent. Il y en a gagné de l'argent, ils ont 1 000 €, ils sont très contents. Hein. Ils vivent, ils ont de quoi vivre. Après, ça dépend ce que tu mets pour 1 000 €. Il y en a, il leur faut 10, 15, 20. Bon, ben voilà. Mais au moins, quand tu sais. J'adore les conférences TED. Et là, je te regardais et je me disais, si je te voyais en conférence TED, expliquer un peu ces concepts-là, mais ce serait fantastique. Je le fais très bien aux conférences réseau défendu. Oui, je sais. Mais ça a vraiment un bel impact. Tu parlais de mission de vie. Mhm. Moi, je suis intimement convaincue par ça. Ce serait quoi la tienne? Alors moi, ma mission de vie, c'est d'éclairer les entrepreneurs de leur vie en faisant moi-même un parcours libre, audacieux, etc., pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes que c'est possible et les éclairer. En fait, je m'appelle Claire et je suis née rue des Frères Lumière, dans la ville des Lumières, qui est Lyon. Ok, Voilà. d'accord. C'était écrit, ça. Donc je suis là pour éclairer. Mais par contre, je ne supporte pas qu'on me donne de conseils, donc je n'en donne jamais à personne. Parce que je ne vois pas en quoi je serais légitime de quoi que ce soit. Donc moi, ma mission, il semblerait, c'est de vivre ma vie telle que je pense qu'elle soit juste, et que certains sur le chemin de tout ça, en regardant de loin, soit ils aiment pas, ça c'est du jugement, mais en tout cas se disent tiens, c'est intéressant. C'est possible. Et c'est possible, mais par contre jamais j'ai donné de conseils à qui que ce soit. Et même là, dans ce que je vous ai dit précédemment, c'est pas des conseils, c'est une façon de voir la vie, mais ça ne m'est que propre, et on est des milliards d'individus, on est 8 milliards maintenant, c'est ça? Donc on est 8 milliards à avoir une définition différente de l'équilibre de la vie. Oui, et en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on apprend, c'est chacun a sa propre vision du monde. Et tout part de là. Donc là, tu es en train de nous parler de ta vision. Ouais, ça c'est... Voilà. En tout cas, ma mission telle qu'elle avait été écrite quand j'avais travaillé dessus, c'était éclairer. Ok. Voilà, et un jour on m'a dit, tiens, tu es né rue des Frères Lumière, dans la ville des Lumières. Intéressant. La dernière question, quelle est la plus grande leçon de vie que toi, tu aies reçue? La plus grande leçon de vie que j'ai reçue, c'est pas une leçon de vie, mais ce dont je me souviens souvent, c'est quand mon fils était tout petit, il avait 2 ans, hyper actif, fort caractère, waouh! Ah, lui, il est arrivé dans ma vie, je dis, il a été programmé, ils me l'ont fait tout bien packagé pour moi, quoi. Il a toutes les options, quoi. Et il y a des moments, du coup, c'était quand même sport. Et puis justement, quand on se charge de beaucoup et qu'on a le travail, on voit plus l'essentiel. Et on est fatigué parce qu'on a eu une grosse journée de travail, parce que ça avait pris beaucoup de place. Et un soir, il courait sur le parking. Et moi, je ne voyais qu'un enfant qui courait dans tous les sens, etc. Et arrive ma voisine du dessus, qui, je crois, était prof de philo dans un lycée ici. Je crois. Je la connaissais très peu. Et elle descend, elle le regarde et elle vient me voir, elle me dit « Oh, quel cadeau de la vie vous avez là !» Et ça m'avait quand même interpellée, parce que ça m'avait vraiment... Je me suis dit, mais voilà où en fait quelqu'un va à nouveau te mettre le doigt sur l'essentiel, que toi tu vois par ta fatigue, etc., comme un gamin qui court, qui est ingérable, entre guillemets, et elle te dit, mais vous avez vu... Et en plus, il a un côté angélique, ce gamin blond, les yeux bleus, c'est vrai que c'était un ange. Et je disais, oui. Ça m'est toujours resté. C'était il y a 9 ans. Je comprends, cet été, j'ai une réceptionniste en Italie, à Côme, qui m'a dit ça par rapport à mes garçons. Quel cadeau de la vie vous avez, et c'était fort, très 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 fort. Ouais, voilà, donc il y a des gens comme ça, c'est pas une leçon, c'est plutôt de dire n'oublie pas l'essentiel. Ok, merci beaucoup, et là j'ai une petite question bonus comme on a encore 5 minutes, parce que je l'aime beaucoup celle-là. On va sortir du cadre de ce qu'on vient de voir. Si tu pouvais apporter ta contribution à la refonte de l'éducation nationale, quel enseignement t'aimerais qu'il soit transmis à nos jeunes? Quels enseignements? Ouais, quel enseignement? Enseignement, méthode pédagogique, quoi. Je dirais les deux. Les enseignements, bien évidemment, la connaissance de soi-même, parce qu'ils apprennent plein de choses sur le monde extérieur, mais ils apprennent pas à se connaître. Donc la connaissance de soi, ça c'est essentiel. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, quels sont mes talents, voilà. Et après, les méthodes pédagogiques. Je pense qu'un enfant n'est pas fait pour rester assis sur une chaise 8 heures dans un environnement clos. Donc je pense qu'il faudrait des demi-journées d'apprentissage, éventuellement en classe, mais après des choses en extérieur. L'école de la vie, quoi.
aller observer le vivant, la nature. Il faudrait vraiment les sortir des écoles, quoi. Et puis les amener à se reconfronter au froid, aller en forêt, dans la neige, toucher les éléments, quoi. À prendre en contact de la vie. Parce que là, on les met un peu dans un bocal. Bon, en soi, le système est ainsi fait et c'est déjà admirable tout ce qu'ils font. La connaissance de soi et l'école de la vie. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange. Un grand merci, Claire. J'ai vraiment apprécié cet échange. Tu m'as apporté des prises de conscience aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Si les personnes veulent un peu te suivre, entre guillemets, voir si tu fais des conférences, des choses comme ça, où est-ce qu'elles peuvent avoir cette information ? Moi, je suis assez active sur les réseaux et là, en 2023, moi, ce que j'aime plus que me mettre dans la lumière et parler, c'est donner la parole à ceux qui sont inspirants. Et donc, c'est ce que je vais faire aussi l'année prochaine et on va le faire en duo. Donc, je vais inviter des personnalités inspirantes et ce sera vraiment sur ces thématiques-là de la liberté. Parce que ça s'appelle Freedom. Donc, ça commence en janvier. Donc, c'est l'occasion de me suivre de près parce que je serai en binôme avec eux sur un thème qui est fondamental pour moi. Ok, je ne savais pas. Je suis ravie de l'apprendre. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.